c'est comme ça, mesdames et messieurs, depuis la nuit des temps, depuis le jour des temps, enfin c'est selon, le jour se lève ou le soleil qui tourne autour, la Terre, c'est ça, hein, qui tourne autour du soleil. Voilà, c'est la même physionomie, mais par contre, ce qui change, c'est la détermination de chacun. Qu'est-ce qu'on va faire de ce nouveau jour, de ces nouvelles 24 heures qui s'offrent à nous, mesdames et messieurs? Bienvenue, c'est Matin Bonheur. En tout cas, nous, on a une idée de ce qu'on va faire des 95 minutes dans ces 24 heures que nous allons vous proposer avec aujourd'hui en point d'orgue la famille. Nous allons parler un peu des comportements du conjoint, en quoi cela peut influencer notre quiétude, notre bonne humeur au sein du couple. Ce sera avec notre spécialiste Joe-Frédéric Zabi, bien sûr, dans le cadre de la thématique famille. Sinon, à part ça, on aura la rubrique vrai et faux. On aura également l'arrivée d'un nouveau coach qui viendra nous parler donc du management et précisément du leadership au féminin. Le leadership féminin, mesdames et messieurs, c'est dans toutes les sphères. La communication aussi, la preuve. J'ai ma femme du matin qui est avec nous. Bonjour Alix. Bonjour cher époux, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Voilà, succinctement, les grandes articulations vous ont été distillées, mais on aura autour de toutes ces rubriques-là des choses à broder avec bien sûr les 3 doses de Régis Kofi qui est déjà en plateau en train de s'habiller de son micro pour vous proposer son premier flash à 6 heures précises. Mais sinon, on a une image pour vous. Aujourd'hui, on part du côté de la Chine pour rester toujours en union de prière avec la Chine. Monsieur Jackie Chan qui a décidé d'offrir une somme assez conséquente pour celui qui réussira à trouver un remède contre le coronavirus. Et ça court toujours, la récompense, hein, court toujours, est toujours d'actualité parce que nous savons que son pays d'origine souffre des affres de cette maladie invalidante qui est en train de faire de plus en plus de victimes. Hélas. Et puis on espère que toutes les conditions sanitaires seront prises afin que nous puissions arriver au bout de cette maladie. Sinon, aujourd'hui, c'est le 12 février. Nous sommes à 2 jours de la Saint-Valentin. Vous savez, hein, suivez mon regard. Alors, aujourd'hui, nous célébrons des noms. Nous célébrons les Félix, les Hilarion, les Marine, les Mélène et ses dérivés Mélissa, Mélissando, Mélina, Méline, Mélisse, Mélissande. Voilà, Ombeline et ses variantes. Oubeline, Humbeline, Saturnin, ses dérivés, Sermin, Sorlin, c'est pas moi, c'est le calendrier, c'est comme ça. Et puis Victoire et ses dérivés. Si vous vous retrouvez là-dedans, en tout cas, on vous souhaite une très, très bonne fête. Exactement. Alors aujourd'hui également, on a d'autres célébrations dans le monde entier. On se rappelle encore de cette affaire qui a fait grand bruit du côté du pays de l'oncle Sam, notamment en ligne de mire l'ex-président Bill Clinton en compagnie de Monica Lewinsky. On a appelé cela le Monica Gate. Voilà, c'était le 12 février 1999. Tout le monde sait un peu les principales articulations qui ont rythmé cette affaire qui a éclaboussé William Jefferson Clinton, alias Bill Clinton. Matin Bonheur en ce mercredi 12 février, déjà le milieu de la semaine. Régis est là, il est en train de se chauffer tel Mike Tyson dans le couloir avant d'aller sur le ring. Mais attention, c'est un ring pacifique, un ring qui sert juste à donner l'info. Matin Bonheur, réalisation Christelle Akoussa et toute son équipe au sol. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, avant la fin du mois de février, l'eau sera de retour dans les robinets dans les communes, dans la commune d'Adjamé, notamment dans les quartiers Williamsville et Moto-Lagri. C'est le ministre de l'Hydraulique qui a donné l'assurance aux populations. Frédéric Oulaye, Eugène Atoubé. Williamsville, commune d'Adjamé. Au quartier Makassi, les habitants accueillent le ministre de l'Hydraulique. Les échanges portent sur la pénurie d'eau que vit ce quartier depuis plusieurs mois. Ironie du sort, il a plu ce jour-là. Et comme Dame Alima, les habitants se sont empressés de faire avec l'eau sale tombée du ciel une bonne réserve. Une aubaine pour ces hommes et ces femmes harassés de cette situation d'absence d'eau potable dans leur quartier. On se lève à 4 h, 2 h pour aller chercher l'eau. À Djamé, à Bobo, on paye le bidon à 50. Celui qui transporte pour venir, il prend 100 francs pour venir. Ça fait 150. Chaque jour, on se lève pour aller chercher de l'eau. 1 h, 2 h, là, ça ne nous arrange pas. Les femmes là même se croisent avec des bidons vides. Elles ne savent même pas où il faut trouver de l'eau. Le château qui est à côté. Donc nous, on est surpris de ne pas avoir de l'eau ici.
Selon le ministre de l'Hydraulique, 155 sous-quartiers identifiés dans le district d'Abidjan souffrent de la pénurie d'eau potable ou de sa rareté, en dépit des nombreux efforts de l'État de faciliter l'accès à l'eau potable des populations par la construction et la réhabilitation des ouvrages de desserte. Face à des populations qui veulent comprendre, Laurent Tchagba a expliqué les problèmes techniques à l'origine des pénuries en zone urbaine et périurbaine. Le gouvernement et particulièrement le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions pour qu'on prenne des dispositions pour adresser ce problème rapidement. Si les populations des secteurs Makassi et Sodessi ont été édifiées par les explications du ministre de l'Hydraulique, elles restent préoccupées par la situation de pénurie et pressées de voir à nouveau l'eau couler dans les robinets. Dans ces quartiers surpeuplés, plusieurs habitations utilisent un même compteur d'eau, favorisant la fraude sur les branchements. Ici à UM, c'est bidon d'eau de 25 à 100 francs. En tout cas, si le ministre a pu faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. À partir du 1er mars, nous allons démarrer les travaux pour que, au plus tard fin septembre, 70% des travaux soient réalisés pour que les populations ne puissent pas être dans la souffrance au niveau de la desserte en eau potable à Abidjan. En attendant la réparation des forages en panne et des canalisations défectueuses dans les secteurs d'habitation Makassi et Sodessi, les populations vont bénéficier d'une desserte en eau potable à partir de camions-citernes. Du 15 au 17 avril prochain se tiendra à Abidjan la 6e édition du Medical Expo Côte d'Ivoire, MEXI. Un rendez-vous qui permettra aux acteurs de la santé de disposer d'informations actualisées sur les équipements, d'où le thème modernisation et performance des systèmes de santé, solutions et innovations. Salima Toudia. Lors de la 6e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, MEXI en abrégé. Fabricants, distributeurs de produits de santé, sociétés de promotion et de vente de matériel et dispositifs médicaux devront exposer et fournir des informations nécessaires au bon fonctionnement des plateaux techniques des structures sanitaires et rendre accessibles les nouvelles technologies aux praticiens. L'amélioration de la qualité de l'offre de soins de santé demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement et en particulier pour les autorités sanitaires ivoiriennes. L'atteinte de cet objectif passe nécessairement par le renforcement et le renouvellement des plateaux techniques des structures sanitaires ainsi que par l'appropriation de nouvelles technologies biomédicales par nos praticiens. L'amélioration de la qualité de l'offre de soins de santé passe également par la qualité et la maintenance des équipements médicaux, a expliqué le ministre de la Santé lors du lancement du MEXI 2020. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces grands salons, c'est tout simplement pour donner à la population des chances de se soigner, des chances de vivre plus longtemps, pour goûter au plaisir de ce développement. Le comité scientifique propose lors de ce salon international des thématiques telles que la disponibilité des soins de qualité ou encore l'e-santé appliquée au diagnostic et au traitement. Des milliers d'objets d'art africains et ivoiriens en particulier sont exposés dans les musées en Occident. Comment organiser leur retour sur le continent? Quels sont les enjeux? L'ASCAD, l'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie la réflexion. On fait le point avec Franck Quadio. Plus de 15 000, voire 20 000 pièces et œuvres culturelles se trouvant éparpillées au-delà des frontières ivoiriennes. Des objets de plus de 100 années d'âge à forte valeur économique, quelques 6 000 milliards de francs CFA. Les États africains, dont la Côte d'Ivoire, ont engagé une action de restitution de ce patrimoine. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie alors la réflexion. L'enjeu actuel, c'est que chaque pays veut avoir son patrimoine chez lui. Alors, les enjeux, c'est de savoir comment nous mettre ensemble au niveau des pays africains pour réclamer ce patrimoine, comment le faire revenir chez nous,
comment le reconserver, comment nous le réapproprier et comment lui conserver sa valeur. Restituer le patrimoine, mais aussi résoudre plusieurs préoccupations, entre autres la réappropriation de ces pièces, la disponibilité des instruments locaux de conservation. L'enjeu pour nous, c'est de nous demander est-ce que nous sommes en mesure d'adapter cette institution muséale de type occidental à la pratique sociétale des musées dans nos pays. Si on le peut, c'est tant mieux, mais si on ne le peut pas, il faut en ce moment-là imaginer des formes de réception, des formes de mise en espace, des formes de scénographie de ces objets que tout le monde attend. Donc ça suppose aussi de mettre en place tout un réseau, tout un collège de chercheurs qui vont permettre à ces objets d'avoir de nouvelles évidences. 2 jours donc pour faire le tour de la question et envisager des pistes et propositions de solutions. L'État ivoirien, quant à lui, se prépare. 12 musées régionaux sont en projet et un musée de stature internationale sera bientôt inauguré. Et voilà, c'est s'achève cette édition. L'actualité revient à 6h30. Merci à vous, Régis Kouchi, et on est dans pas longtemps. Vous savez, juste après le passage de nos chers amis de l'information, on vous invite à faire du sport. Et le sport a plusieurs graduations. Aujourd'hui, on s'occupe des débutants, donc on y va tout doucement avec le coach Diabati. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes bien réveillés ce matin? Ok, vous êtes à Matin Bonheur et aujourd'hui, vous allez apprendre du rock'n'roll. Ok? Et c'est le rock'n'roll, c'est du rock à 8 ans. D'accord? Donc là, on va commencer par l'échauffement. Au niveau du rock'n'roll, ça renforce plus l'endurance et ça permet à l'enfant et même à l'adulte de maîtriser son souffle. Parce qu'il est cardio et je vous le dis, c'est pas de l'amusement, mais il faut le faire avec amour, il faut le faire avec beaucoup de douceur. Vous allez voir que ça va passer tout de suite. Attention, jambes écart. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Et 1. Et là, on va passer à l'étape suivante qui est la partie démo. Viens.
l'étirement. Attention, on y Et Alix et moi, nous tenons à nous excuser parce que c'était le coach Diabaté, mais le coach Anissé est tellement pressé de nous faire entrer dans la Saint-Valentin qu'il nous propose le rock'n'roll. Ça vous dit le rock'n'roll? Ben oui, pourquoi pas. C'est bien, hein? Une soirée rock'n'roll. C'est pas tombé comme cheveux sur la soupe, hein, mais bon, on pourra apprendre. Ce serait bien le rock'n'roll. Ben oui, c'est intéressant. Imaginez-nous deux sur une scène rock'n'roll. Mais ça promet ça. Ça sera sexy hein, pour la oui, Saint-Valentin. Intéressant. Avec la tenue qui va avec. À propos de Saint-Valentin, vous m'envoyez où? Parce que cette année, ce sont les femmes qui prennent les choses en charge. Vous m'invitez où? Je vous invite entre ciel et mer. Ah bon? Ben oui. C'est vrai ce mensonge. Cocotier, cocktail. Cacaoyer si vous voulez. Caféier aussi, surtout. Caféier. Ouais, pour que ce soit corsé, il faut avoir de l'énergie. Ok, c'est bien. Ah, j'espère que vous avez déjà votre programme de la Saint-Valentin, mesdames et messieurs. Ce qui est plus beau, ce qui est plus magnifique, c'est que quelle que soit la physionomie du programme, les sentiments soient vrais. Messieurs. Exactement. Alors, Matin Bonheur se poursuit. Allez, maintenant, sur le conducteur, on va bien regarder cette fois. Vous faites très bien de regarder. Bien regarder. Ma très chère, je vous laisse le soin de dire ce qui se passe après. Alors, normalement, on a l'histoire du petit déjeuner. On y va. Jusque-là, tout va bien. Allez, chaque matin, on a cette fâcheuse manie, cette fâcheuse tendance-là de faire en sorte que vous puissiez bien manger après une séance intense de sport. Et voici ce que moi je vois déjà là, mais ce que vous allez voir, la sauce feuille. Ouh là 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 là. Ouais, la sauce feuille qu'on appelle spécialement le baouin. Ça nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du Grand Ouest, accompagné avec du riz. Ça fatigue un peu tous ceux qui sont dans ce studio. Le côté de l'ouest du caméraman Sadia. Feuilles de manioc, des feuilles de manioc. Avec de la viande fumée. C'est très bon. À base donc de feuilles de manioc, le baouin est un plat à recommander à tous les âges car il favorise la croissance des enfants et des adolescents. Il est idéal pour les personnes qui souffrent d'une inflammation du côlon parce que voilà, c'est digeste. Alors ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est que celui qui est en train qui a la caméra de votre serviteur vient de l'Ouest. Et quand la première photo est apparue, imaginez ces onomatopées. Franchement. Au sens des injonctions dignes d'anthologie. Monsieur Sadia, ce plat-là est pour vous. On peut le faire avec de petites fantaisies à la maison, avec de la viande, avec du poisson, avec de l'escargot. En tout cas, tous les coups sont permis. Et pour ceux qui seront de l'Ouest du côté, voilà, ce week-end ou même maintenant, ben, vous pourrez découvrir ce plat. Savourez-le sans modération. C'est reconnu par la communauté de l'Ouest, enfin, par l'OMS aussi. Ben oui. Matin Bonheur se poursuit maintenant. On a mangé, on a fait du sport, on a démarré l'émission, tout va bien. On va muscler les neurones. On va voir maintenant si au niveau de l'info aussi tout va bien. Le vendeur de journaux officiel de Matin Bonheur est là. Il va commencer à vendre des journaux à la criée. Ici l'Expression, ici Le Temps, ici Le Matin, ici Fraternité Matin, ici Renault. C'est parti. On lui envoie un grand bonjour. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Alors, vous nous faites le point avec le ministère de la fonction publique qui fait le ménage dans ses effectifs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, plus de 8000 enseignants seront bientôt radiés. C'est l'information contenue dans un communiqué du ministère de la fonction publique. Selon cette note, après plusieurs contrôles de présence effectués par les services du ministère, ces enseignants ne sont pas présents à leur poste depuis de longs mois. Toujours selon ce communiqué à retrouver dans l'Expression de ce jour, les fonctionnaires concernés par cette mesure ont jusqu'à aujourd'hui, mercredi 12 février 2020, pour justifier leur présence à leur poste respectif. Ça promet, au moins qu'on puisse dire. Suite à son souhait de rencontrer le président de la République, Joël Nguessan répond au président du FPI.
Nous en parlions hier, après avoir assisté à l'audience relative à la levée au nom de la liberté restrictive de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le jeudi dernier à la CPI. Afi Nguessan veut rencontrer Alassane Ouattara. Devant cette requête, le ministre Joël Nguessan lui répond avec ces mots. Ouattara n'a aucune influence sur la CPI. Ainsi, selon ce cadre du RHDP, que cite le quotidien L'Inter, une demande politicienne ne va pas régler le problème. Et on reste avec l'Inter qui aurait des tuyaux pour la présidentielle. Oui, le confrère fait des révélations sur la caution et le parrainage des candidats. 2 points inscrits à l'ordre du jour des échanges entre le pouvoir et l'opposition dans le cadre du dialogue politique. Et concernant la caution, le quotidien indique que la tendance est à la hausse afin d'éviter qu'il y ait un nombre pléthorique de candidats. Plus de précisions dans l'Inter. Edier Moublin Jacob, leader religieux bien connu de chez nous, a accordé une interview à un journal de la place. Oui, et dans cet entretien, le chef des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire parle de la situation politique nationale, de la présidentielle et de la réconciliation. Et sur ce point, l'homme de Dieu déclare notamment « Ouattara a fait ce qu'il devait pour la réconciliation ». Il indique aussi que Simon Gbagbo doit faire diligence auprès du président de la République afin que plusieurs proches de l'ancien régime encore incarcérés recouvrent la liberté, avant d'ajouter « Faisons tout pour ne pas que la guerre arrive ». Et c'est au tour du matin. Oui, le quotidien Le Matin qui apporte des précisions sur le recrutement de 5000 instituteurs. Nous en parlions récemment au sortir du Conseil des ministres du mercredi dernier. Les inscriptions en ligne pour le concours direct d'entrée au CAFOP a été lancé et au titre de ce concours des instituteurs adjoints, il a effectivement démarré ce lundi 10 février et selon le quotidien Le Matin qui reprend dans son édition de ce jour un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans lequel cette information est contenue. Ces inscriptions prennent fin le samedi 21 mars 2020. Et puis coronavirus, mesdames et messieurs, l'ambassade de Chine rassure. Oui, des rumeurs relayées récemment sur les réseaux sociaux ont annoncé que des Ivoiriens vivant en Chine avaient été contaminés. Et pour rassurer les populations, l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a produit un communiqué dans lequel elle dément cette information et rassure quant à la disponibilité des autorités de Pékin à tout mettre en œuvre afin de protéger les ressortissants étrangers vivant en Chine. Et ce communiqué est à retrouver dans le Patriote de ce jour. Et on en parlait, Marcelin et moi-même, par rapport à la fête de la Saint-Valentin. Le quotidien L'Expression ouvre une lucarne. Oui, le quotidien a réalisé un reportage sur la fête de la Saint-Valentin qui est prévue pour ce vendredi 14 février. Et à ce sujet, toutes les grandes surfaces et autres marchés sont aux couleurs de l'amour. Donc le confrère propose dans le reportage qu'il réalise, bien évidemment, une lucarne sur les cadeaux qui sont offerts à l'occasion de la Saint-Valentin. Et il en ressort que certains cadeaux qui sont généralement offerts aux hommes, tels que notamment les débardeurs ou les boxeurs, communément appelés sous nos cieux les chocotos, ne sont pas du goût des hommes. On a compris. No comment. Moi, j'ai confiance Non, parce que celle qui est à mes côtés, elle me On garde va des changer. cadeaux. Alix a des cadeaux magnifiques. Ça, je tease comme ça. Elle a des cadeaux. Chaque année, elle me gâte, elle me regâte, elle me re-regâte. Vous serez un bébé gâté, hein? C'est ça, oui, je suis un bébé gâté, un gros bébé gâté. Voilà. Ça, c'est des vraies femmes qui donnent de vrais cadeaux. Alix, il faut augmenter le cadeau cette année. D'accord. Il faut augmenter cette année. Je suis fatigué de... Je suis fatigué de... Merci, mesdames et messieurs, d'être à Matin Bonheur. Les femmes, sachez qu'il y a des cadeaux homologués par les hommes pour la Saint-Valentin. Mais les hommes aussi vont faire des efforts. Et puis, on va parler tout à l'heure de leadership féminin avec notre coach. Mais en attendant, grâce à la dextérité de Christelle Akoussa, nous allons aller maintenant dans un reportage qui nous parle un peu de l'industrie touristique et dans le monde des agences de voyage. On y va. Des ballons géants volant à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus de vallées et de cheminées de feu. Nous sommes en Turquie, dans la région volcanique de la Cappadoce. Ce spectacle de montgolfière unique au monde est l'une des activités touristiques phares de cette région turque et rapporte environ 9 milliards de francs CFA par mois à l'économie locale. Pour un voyage de 30 minutes en montgolfière, il faut débourser environ 124 000 francs CFA. Mais l'expérience en vaut la peine. Étant dans le montgolfière, c'est doucement, doucement, pas de pression, pas de panique, pas de crainte. Comme nous sommes dans l'avion, il y a des secousses, souvent tu dis est-ce que
te poses des questions. Dans le Montgolfière, c'est tranquille. Pour ce groupe de touristes ivoiriens, la découverte de cette activité et de bien d'autres sites en Turquie a été possible grâce à une agence de voyage basée en Côte d'Ivoire. Chaque voyageur a déboursé 1 700 000 francs CFA pour une prise en charge complète sur 12 jours. Billets d'avion, hébergement et visite des sites touristiques inclus. Le boss de cette agence, c'est lui, Dengue Joseph. Sa structure s'est spécialisée dans l'organisation de circuits et visites touristiques. Nous avons décidé, après quelques temps, de nous consacrer au voyage de groupe. Donc, nous travaillons avec les églises, nous travaillons avec les mutuelles, avec les syndicats, même avec les particuliers. L'agence de voyage de Dengue a à son actif 85 circuits touristiques organisés à l'extérieur du pays et est en préparatif du 86e voyage du genre en Israël. En Côte d'Ivoire, on dénombre 500 agences de voyage, dont 90% sont installées à Abidjan. L'activité est en plein essor avec un cumul d'investissements de départ évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Marie-Reine Koné est présidente de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire, APV Côte d'Ivoire, mais également directrice de l'agence pionnière et leader du marché du voyage. 126 milliards de francs CFA de billets d'avion sont émis par les agences de voyage de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la sous-région le pays qui émet le plus gros volume de ventes. Après, c'est le Sénégal. 70% des ventes réalisées sur le marché local proviennent de 10 agences de voyage accréditées IATA, l'organisme international de sociétés de transport aérien. C'est cet organisme qui délivre l'accréditation autorisant l'émission de billets d'avion par une agence de voyage. En Côte d'Ivoire, seulement 10% d'agences de voyage sur les 500, soit 50, ont cette accréditation. Les 90% restants se contentent de l'accréditation du ministère du Tourisme et sous-traitent avec les agences accréditées IATA pour émettre des billets. IATA, c'était 100 millions pour les agences agréées. 100 millions. Mais ils ont pensé aux petites agences qui sous-traitent 15 millions, 20 millions. Ça dépend maintenant de la force financière de l'agence de voyage. Qu'elles soient expérimentées ou débutantes, les agences de voyage connaissent les mêmes difficultés, notamment la concurrence des sites de vente de biens en ligne. Barthélemy Kwame est chef d'entreprise. C'est un habitué des voyages d'affaires à l'extérieur du pays. Initialement client fidèle des agences de voyage, aujourd'hui, il avoue utiliser de plus en plus Internet pour l'achat de ses billets d'avion. Si vous allez dans une agence, une agence privée qui vend tous les billets de toutes les autres compagnies, il peut arriver que vous achetiez le billet trop cher par rapport à la compagnie. Mais si je prends une plateforme Internet, des fois, il peut avoir un décalage de moins 10%. 10% entre le prix que j'aurais eu sur Internet et le prix de l'agence de la compagnie. Un prix plus bas lors d'un achat effectué sur Internet. Cette situation est due au fait que les agences de voyage se rémunèrent en partie grâce aux commissions perçues sur les billets vendus. Cela induit une hausse de 5 à 15% sur le coût initial du billet. C'est vrai, l'Internet est là, la technologie est là pour faire avancer une activité, mais il ne peut pas remplacer le professionnel, celui qui se dit professionnel, celui qui a eu la formation de cette activité. Il a toujours sa place. Pour les usagers qui préfèrent acheter auprès des agences, c'est surtout la garantie d'un service d'assistance et de qualité qui motive leur choix. Vous êtes suivi par votre agent de voyage lors de votre séjour. En cas de certaines situations difficiles ou d'imprévus, vous pouvez contacter votre agent qui vous apportera l'assistance nécessaire. Face à la menace d'Internet qui fragilise l'ensemble du secteur à travers le monde, il convient pour les agences de voyage de se réinventer. Dans cette mouvance, les agences multiplient les stratégies marketing pour fidéliser leurs clients. De retour d'un circuit touristique en Turquie, ce groupe de voyageurs est reçu par son agence de voyage pour un moment convivial. Un système de réseautage qui a permis à l'agence de fidéliser environ 2000 clients. Dans cette quête de fidélisation, quelques agences s'adonnent à certaines pratiques, comme l'émission de billets à crédit à leurs clients. Il faut que les esprits changent. Alors, au sein des agences de voyage, parce qu'il n'est pas rare de trouver une agence de voyage qui accorde des crédits de 3 mois, ce qui est, je dirais, suicidaire. L'industrie du voyage est en plein essor. Malheureusement, le manque de cadre réglementaire laisse libre cours à toutes sortes d'abus.
Le dernier en date est l'affaire des 225 pèlerins grugés par 2 agences de voyage agréées. Pour éviter pareille situation, l'État a décidé d'assainir le secteur. Nous avons un décret depuis 1977 qui a été pris sur les conditions de délivrance et de retrait des autorisations aux agents de voyage. Mais je le dis, le code a été pris en 2014. Mais l'économie évolue, l'activité évolue. Donc il faut sans cesse actualiser les choses pour être en phase avec l'économie, sinon ça va très vite. Les agences de voyage sous nos tropiques ont encore de belles cartes à jouer. Cependant, elles gagneraient à se digitaliser en introduisant le e-commerce dans l'industrie du voyage afin de garder toute la place qui est la leur dans le business du tourisme. Un, 2, 3, le grand concert offert gratuitement aux passionnés du sport et de la musique. Samedi 15 février 2020, de 15h à 20h au Palais de la Culture. 1. Des prestations en live. Serge Beno, Magic Diesel, Kajil, John Yale. 2. Des prestations en playback. Obans, Safari Lobiang, Mix Premier, Sidonie la Tigresse, Afou Keita et bien d'autres. 3. Des freestyles et des démonstrations exécutées par les sportifs. 1, 2, 3. Attention, retiens bien. 1. Tu te prépares. 2. Tu viens au Palais de la Culture le samedi 15 février à 15h. 3. Tu fais le show avec les stars du sport et de la musique. Le concert 1, 2, 3, c'est gratuit et ça va être zo. Partenaires RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Digital. Bonjour à tous. Pour ce matin, le sud forestier et le littoral observeront un temps partiellement nuageux avec possibilité de brumes humides en début de matinée. Le nord et la bande centrale seront dominés par les vents secs et froids de l'harmattan avec présence de brumes sèches sur les régions du nord. Pour les températures, on note 25 degrés à Abidjan et à Adiaké, 23 à Bandoukou, 22 à Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 dans la région du Gor, 21 à Korogo, 20 à Man, 21 à Odiné, 24 à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 à Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les régions du nord et de la bande centrale seront sous l'influence des vents d'harmattan avec réduction de la visibilité par le phénomène de brume sèche. Le littoral et le sud forestier observeront un temps généralement nuageux avec de faibles risques de pluie. L'intrusion des vents d'harmattan sur le littoral en début de période favorisera une sensation d'air sec. Pour les températures de l'après-midi, on note 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bandoukou et Boaké. La ville de Daloa affiche 35 degrés, 36 à Dimbokro, 34 à Gagnoire, 35 à Korogo, 34 à Man, 35 à Odiné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI. Nous sommes de retour pour développer l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle bat son plein en ce moment. Période non seulement pour charmer l'électorat, mais également pour que la population exprime ses attentes. Les attentes des Togolais, économie ou sociale, les droits humains, entre autres. Les 7 candidats à la présidentielle du 22 février prochain sur le terrain sillonnent le pays à la rencontre des électeurs qui privilégient ces moments
pour faire part de leurs attentes. En République démocratique du Congo, les magistrats ont entamé lundi un mouvement de grève illimité. Ils réclament un salaire décent et de meilleures conditions de travail. Aucune audience n'a eu lieu lundi dans les tribunaux de la RDC à Kinshasa. Les magistrats manifestent devant l'esplanade du palais de la justice. En Centrafrique, initiée en novembre 2019, la coalition de l'opposition démocratique 2020 a été officiellement créée lundi à Bangui. Elle se compose de 16 partis d'opposition, dont 14 ont signé une liste qui pourrait être appelée à grandir. Des partis d'opposition traditionnels se sont alliés avec des partis plus récents. La coalition a surtout en ligne de mire les élections générales de fin 2020. Au Sénégal, garantir la sécurité des femmes et des enfants sur Internet, c'est l'objectif du ministère de l'économie numérique et des agents de Facebook. Ils ont initié un atelier de 2 jours, atelier d'information, pour protéger ces couches vulnérables du cyberespace. On fait le point avec Rougia Touba. La plupart des abus et harcèlements en ligne se produisent sur les réseaux sociaux. Les femmes et les enfants en sont les principales victimes. Les études ont montré que 53% des femmes utilisent Internet, utilisent Facebook et 47% pour les hommes. Ceci démontre à souhait qu'il est capital de renforcer les capacités des femmes parce que ce sont les premières victimes de la pornographie, de toutes sortes d'infractions qui sont commises à travers Internet. Et donc, c'est indispensable de renforcer la protection de ces femmes dans le cadre de l'utilisation d'Internet, mais également des enfants. Donc aujourd'hui, dans le cadre du programme Genre également, qui a été élaboré au Sénégal, nous avons des chiffres éloquents qui visent tout simplement à renforcer notre capacité de riposte en face de ces nouvelles infractions et de ces nouvelles menaces que constitue l'utilisation d'Internet. Si le Sénégal a mis en œuvre sa stratégie nationale de cybersécurité, Facebook a défini toute une politique de lutte contre le harcèlement en ligne. Au sein de Facebook, nous avons mis en place des politiques qui sont très solides par rapport à la sécurité en ligne, pour permettre aux femmes aujourd'hui d'avoir des moyens de signaler des contenus à Facebook, pour aussi permettre aussi aux femmes aujourd'hui d'avoir des moyens techniques et technologiques d'avoir accès à Facebook lorsqu'elles encourent des problèmes sécuritaires sur la plateforme. Et bien entendu, continuer le travail sur le terrain avec des partenaires comme le ministère, des partenaires comme les autres organisations de la société civile est un point primordial aussi par rapport à notre stratégie sur la sécurité. Les initiatives du gouvernement, des réseaux sociaux et de la société civile pour promouvoir la sécurité en ligne sont partagées et la sensibilisation renforcée. Et c'est dans le but de permettre aux femmes de naviguer sur Internet en toute sécurité. Des images de AUB Vision. Les Kenyans ont rendu hier un dernier hommage à Daniel Arap Moi, l'homme qui a dirigé leur pays pendant 24 ans. La cérémonie a débuté en présence du président kenyan Uhuru Kenyatta qui a décrété des obsèques nationales. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie, dont le Rwandais Paul Kagame. Divorcé, jamais remarié, Daniel Arap Moi a eu 8 enfants, dont une fille adoptive. Le corps de l'ancien président sera inhumé aujourd'hui. C'est la fin de ce bref regard sur l'actualité africaine. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h. Merci à vous, Régis Kofi, pour cette deuxième tranche d'informations. Et nous, on passe illico avec la présentation d'un nouveau visage dans cette émission. C'est la coach Priska Akwaku qui sera avec nous pour parler du leadership féminin. Qu'est-ce qu'englobe cette notion de leadership féminin? Comment il se décline et comment s'applique-t-il? Ben voilà, ce sera le sujet qui va nous occuper et bien sûr, juste après le jingle. La journée internationale des droits des femmes, c'est bien sûr le 8 mars, donc pratiquement un mois avant, la rédaction en chef de notre émission, de votre émission, a décidé donc d'avoir des sujets qui ont trait à la zone féminine afin de se rapprocher de cet important événement. Et elle est vraiment dans cette spirale-là. Elle est passionnée de tout ce qui touche à la femme, à la vision de la femme, à tout ce qui permet l'évolution et l'épanouissement des femmes. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous la recevons. Bonjour, coach Kwaku, comment ça va? Je vais très bien. Bonne année. Merci à vous. C'est quoi le leadership féminin? Le leadership féminin, c'est tout simplement oser déployer son potentiel. Oser déployer son potentiel. Et le potentiel, c'est la puissance qui t'anime, que tu n'as pas encore libérée, on va dire. Donc, une femme qui est leader, c'est une femme qui s'assume. Une femme qui sait ce qu'elle veut,
et qui sait se donner les moyens d'aller là où elle veut, qui a une vision pour sa vie, qui a des objectifs à atteindre et qui sait comment s'y prendre pour y arriver. Alors, c'est sûr que toutes les femmes qui sont très fidèles à ce programme-là nous suivent avec beaucoup d'attention. Comment, concrètement, la démarche se décline pour pouvoir déployer son leadership? Déployer son leadership commence déjà par s'écouter, je vais dire, parce que très souvent, on a des rêves, on pense à des choses, mais on a peur. Et on se dit, est-ce que ça peut devenir réalité? Est-ce que je ne suis pas en train de trop rêver? C'est là que commence son potentiel. Il y a une dame qui a dit que le rêve qui te fait peur, c'est ce à quoi tu as appelé. Ce qui te fait le plus peur, c'est ce à quoi tu as appelé. Et c'est ça le leadership. La femme a une vision, elle a des rêves, elle a envie par exemple de construire une entreprise, elle a envie peut-être d'aller jusqu'au doctorat, elle a envie de créer une fondation, mais aujourd'hui, elle n'a pas de moyens financiers. Donc elle commence à douter et elle a peur, justement. Donc c'est ça, en fait, commencer à prendre conscience de son potentiel. Et comment, justement, elle peut y arriver? Elle a des ressources en elle-même. Elle a des choses aujourd'hui qu'elle peut commencer à exploiter pour libérer ce potentiel-là. Et puis, parlons concrètement des conditions des femmes dans le monde, que ce soit en Europe ou en Afrique. En France, par exemple, c'est dans les années 30 que les femmes ont commencé à voter. Chez nous, en Côte d'Ivoire, politiquement, on exploite, entre guillemets, les femmes. On a besoin d'elles seulement pour avoir des soucis de représentation. Et puis, moi, je vais vous poser une question. Le leadership au féminin en Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Les fameuses femmes qui ont marché sur Grand Bassam, aucune rue ne porte leur nom. Rien. C'est comme si elles n'ont rien fait. Et pourtant, ça ne vous choque pas ça en tant que femme? Ça me choque, ça me choque. J'ai lu ça sur Internet et dans les livres et tout ça. Je sais que des femmes ont marché sur Grand Bassam, mais rien ne me rappelle cet événement, malheureusement. À part la stèle placée au milieu de Bassam. Voilà. Alors, parlons de leadership. Il y a des nuances à faire aussi avec certaines terminologies, telles que l'émancipation. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame, mais je pense qu'une femme qui assume son leadership commence à s'émanciper, tout simplement. Je pense que c'est lié. Donc, je crois en mon potentiel, je sais qui je suis, et je commence justement à poser des actions qui vont m'aider à être une femme émancipée. C'est quoi une femme émancipée? C'est quoi une femme avec du potentiel en 2020, dans ce troisième millénaire rempli de nouvelles choses, de nouvelles données, Internet, les réseaux sociaux, tout ça? C'est une femme qui croit en elle. Et je prends mon exemple. Moi, je travaille en entreprise et j'ai vu qu'on pouvait aujourd'hui utiliser Internet pour créer une entreprise, ne serait-ce que commencer à parler de ce qu'on sait faire. Et j'ai démissionné de mon travail pour créer mon entreprise qui s'appelle Priscanad depuis 6 ans maintenant et qui est essentiellement basée sur le coaching pour les femmes. J'ai juste commencé avec une page Facebook. Pour me retrouver ici aujourd'hui. Pour dire que c'est utiliser le potentiel, les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour concrétiser ses rêves, pour réaliser ses rêves. Et aucun rêve n'est trop grand aujourd'hui pour devenir réalité pour une femme, tout simplement. Vous avez parlé notamment de peur. Est-ce que c'est la peur qui doit être le leitmotiv? La peur est toujours présente en chacun de nous, peu importe ce que nous voulons faire. La peur, il ne faut pas en fait s'attarder sur sa peur. Il faut justement faire ce qui te fait peur. Ça, c'est un exercice que j'aime bien donner. Quand tu as peur de quelque chose, c'est qu'il y a ton bonheur derrière. Tu sors donc de ta zone de confort et tu vas au-delà de ta peur et tu verras que tu as eu tort d'avoir trop peur ou tu as eu tort d'avoir trop attendu. Donc la peur, c'est un puissant outil pour justement aller au-delà de ses peurs, justement, et sortir de sa zone de confort. Comme les Chinois disent, aime ce qui te fait peur, ton bonheur s'y trouve. Alors, est-ce qu'on est femme avec une vision parce qu'on est seulement forcément du sexe féminin, ou bien il y a des choses qui montrent que, voilà, c'est une femme d'exception, donc une femme de vision? Moi, je pense que toutes les femmes sont des femmes exceptionnelles. Je pense qu'on est tous nés leaders, en fait. Et c'est à chacun d'assumer ce leadership et d'oser le déployer. Je pense que nous sommes toutes les leaders. La femme qui est au marché en train de vendre sa tomate, c'est une femme leader dans son domaine d'activité. La femme qui choisit de rester au foyer, de veiller sur ses enfants, c'est une femme leader dans son domaine d'activité. Nous avons tous un leadership en chacune de nous. Toutes les femmes sont exceptionnelles. C'est vrai, là, vous êtes en train de nous définir ou de différencier les différentes sortes de leadership. Mais on a tendance à penser que le leader, c'est celui qui est toujours devant. Donc, si je me retrouve dans une assemblée, dans un groupe, dans une équipe, que je suis celle-là peut-être qui a une facilité à organiser, je ne suis pas forcément leader par rapport à celle qui va prendre la parole. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire d'abord.
en étant lui-même, tout simplement. Donc la femme qui est au marché, à Djamé en train de vendre, elle est leader dans son domaine d'activité. Elle est leader dans ce qu'elle sait faire. Vous voyez, donc le leadership, c'est son potentiel. C'est ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle maîtrise, c'est ce en quoi elle croit. Donc même si elle nettoie, je ne sais pas, la salle de réunion et tout ça, elle est leader dans ce qu'elle est en train de faire. Donc le leader, ce n'est pas forcément celui qui est devant, c'est celui qui inspire, c'est celui qui s'assume, qui ose être lui-même tout simplement. De votre point de vue, quels sont les freins au leadership féminin dans notre pays, la Côte d'Ivoire en particulier, en Afrique en général et pourquoi pas dans le monde? Je pense qu'il y a beaucoup l'environnement familial. Parce que la jeune fille qui aujourd'hui se trouve voilà, a des ambitions, veut peut-être être docteur et tout ça, va très vite voir sa tante ou sa mère lui dit, écoute, hein, les hommes n'aiment pas trop les femmes ambitieuses, par exemple. Et ça commence déjà à brider son leadership. Et quand elle vient en entreprise, elle manque de confiance en elle. Elle ne s'assume pas. Elle ne sait pas valoriser ses accomplissements. Elle se limite, par exemple, à un plafond salarial. Elle n'ose pas faire de nouveaux diplômes parce qu'elle se dit, j'ai déjà mon petit boulot, je reste là, je m'accroche à ça. Donc il y a cette notion de liberté-là qui va manquer justement à cause des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, à cause de l'environnement familial surtout. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelqu'un me disait sur ma page Facebook que la place de la femme, c'est au foyer. Donc Coach Prisca n'a pas besoin de parler d'indépendance de la femme et tout ça. Vous voyez? Oui, ça existe encore ce genre de stéréotypes, malheureusement. Justement, on est encore dans ce genre de, on va dire, de choses traditionnelles. Tout à fait. Et comment aujourd'hui arriver à affirmer son leadership quand les choses sont déjà bien établies, préétablies? Parce que jusqu'à aujourd'hui, à diplôme égal, on n'est toujours pas à salaire égal. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut déployer son potentiel. Et comme je le disais, il faut savoir mettre l'accent sur ses accomplissements pour le cas de l'entreprise. Savoir mettre l'accent sur ses accomplissements parce que les hommes ont très souvent tendance à vanter ce qu'ils font, même la petite chose qu'ils font. Il a travaillé peut-être sur un petit fichier Excel, il veut même aller voir le DG même pour lui montrer ce qu'il a réalisé. Alors que la femme, elle va plutôt jouer la carte de la petitesse. Non, c'est pas trop extraordinaire ce que je fais. Donc, savoir valoriser le peu que tu sais faire aujourd'hui. Et je pense que ça va déjà ouvrir les portes pour de grandes choses demain. Coach Kouakou, qu'est-ce que vous pensez de certaines personnes dans certains pays, certaines civilisations, on va dire ça comme ça, qui ont tendance à confiner la femme dans un carcan? Moi, je travaille, ma femme ne doit pas travailler. On voit des gens comme ça. Ma femme ne doit pas travailler, elle est à la maison. En 2020. Et généralement, ce genre de femmes-là, quand vous discutez avec elles, elles ne sont pas heureuses dans leur foyer. Elles ne sont pas heureuses parce qu'elles sont confinées dans un rôle qu'elles n'ont pas voulu forcément, qu'elles n'aiment pas. Elles vivent une vie qu'elles n'aiment pas. Et on en reçoit plusieurs en coaching, elles ne sont pas heureuses. Sincèrement, elles ne sont pas heureuses. Et donc, un homme peut dire à sa femme, je ne veux pas que tu travailles, mais je pense qu'il doit laisser la possibilité à cette femme-là de faire ne serait-ce qu'une petite activité qui la passionne au moins, pour qu'elle puisse souffler quand même en dehors du foyer, c'est essentiel, en tant qu'être humain, déjà. En fait, c'est cette manière de penser, moi je me dis simplement qu'on a usurpé un peu l'interprétation de la maman au foyer. Parce que quoique, avant, les mamans, elles étaient au foyer, mais elles ne restaient pas les bras croisés. Hein. Elles allaient au champ, elles s'occupaient des enfants, c'est un travail à plein temps. Donc, se dire, reste à la maison, finalement, c'est une manière de penser qui n'est pas exacte. De confiner la dame, de la brider, voilà. De lui voler ses rêves. Tout à fait. De lui voler ses rêves. Alors, dans un mois, pratiquement, je disais, hein, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. La rédactrice en chef de cette émission, qui est une femme engagée, donc a voulu qu'à partir de maintenant, jusqu'à cette date-là, on ait vraiment des sujets qui touchent aux femmes. Comment vous concevez que, quand il y a le 8 mars, tout ce qui nous intéresse, franchement, je le dis, hein, Alix et moi, on en parle très souvent, c'est le choix du pagne, un défilé, et puis plus rien. Mais franchement, depuis 1960, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Et sous d'autres cieux, là, c'est autre chose. C'est la fête. Et vous allez dans des ministères, des femmes intellectuelles. Hein. Ah, on doit choisir le pagne. Des femmes sur qui les populations comptent même pour faire avancer. Même. Ah, on doit choisir le pagne. Et cette année, le pagne est joli. Oh. C'est ça. Avec une petite marche. On ne va même pas s'incliner sur la tombe. On ne sait pas qui est Marie Corée. Lutter pour les droits, pour l'évolution même des droits en tant que tel, parce que aussi, cette journée, c'est fait pour ça, et non pas pour la fête. C'est le pagne seulement qui intéresse. Le modèle est joli cette année. Hein. Je partage ton avis. Avant, il n'y avait pas de pagne. Mais franchement. Mais je ne sais pas d'où est venue cette inspiration de pagne. Je ne sais pas si c'est pour valoriser la culture ivoirienne ou quoi, mais en tout cas, je pense qu'on ferait mieux de s'attarder sur autre chose que la couleur verte ou jaune ou bleue du pagne du mois de mars. On gagnerait à s'attarder sur autre chose parce qu'il y a énormément de travail à faire. Il y a des femmes qui ont beaucoup de rêves, beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas les moyens qu'il faut pour les accompagner dans ces rêves-là. Et je pense que c'est sur ça que le ministère devrait pencher
plutôt que sur la couleur de Non, pas le ministère seulement, Alex. Ben oui, bien sûr, ce n'est pas le ministère, c'est une tâche qui incombe à toutes les femmes. Il faut prendre conscience du fait que cette journée-là ne soit pas faite pour la fête, mais plutôt pour faire des propositions concrètes pour l'évolution de nos conditions, tout simplement. Tout à fait. Voilà, c'est tout le monde qui doit jouer sa partition, le ministère. Et je pense que comme le ministère est leader, c'est un peu le ministère qui donne le ton. Donc tout le monde suit malheureusement. Et pendant ce temps, heureusement qu'il y a des hommes, parce qu'il faut le dire également, il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes, comme me dit ma réalisatrice, il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes et qui font en sorte que leurs femmes soient vraiment dans de très bonnes conditions. Et ces personnes-là, ces hommes-là font ça, pas pour chosifier la femme, pour montrer que vraiment, il y a une certaine solidarité. Et je voudrais féliciter mon mari, qui justement me soutient dans tout ce que je fais, dans mes initiatives. Et je pense qu'il n'y a pas... Je pense que les hommes gagneraient à soutenir leurs femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui soutiennent leurs femmes, malheureusement. C'est quoi soutenir sa femme? Dites-nous. C'est croire en ses rêves, même s'ils sont fous, même s'ils sont... Voilà. Non, mais dans un contexte, dans le contexte actuel où il ne faut pas forcément gaspiller, les ressources financières sont difficiles à obtenir. Si on doit la suivre dans toutes ces directions, bon, elle veut faire ci, après ça capote, elle veut faire autre chose. Bon, finalement, elle a ruiné la famille, comment on l'a soutenue? Chérie, je vais faire promesse. Mon chéri, je vais aller à Dubaï. Elle va se balader, elle revient. Je vais aller à Lomé prendre des pages. Finalement, elle allait dans tous les pays. Comment croire au bon rêve? Non, il faut encadrer le rêve. Voilà. C'est ça un homme aussi. Surtout, il faut le faire à deux. Oui, à deux, c'est ça je dis. Il faut que l'homme encadre le rêve de la dame, en fait. Parce que nous, on a tendance à aller un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui concurrencent leurs femmes dans leur carrière? Ça, malheureusement, ça fait partie. Oui. Ils concurrencent leurs femmes, ils ne supportent pas que leurs femmes soient non seulement plus diplômées, plus placées, bien placées socialement. Et ça, on en voit de plus en plus, malheureusement. C'est très africain, ça, c'est très machiste. Et j'ai voilà, une coachée qui s'est vue divorcer, hein, tout juste parce qu'elle était... Rien que pour ça? Rien que pour ça, malheureusement. Et il faut que ça change, parce qu'on n'est pas là pour batailler avec les hommes. Nous sommes vos aides. Nous sommes là pour vous aider. Une femme qui est riche, une femme qui est heureuse, c'est toute la maison qui en profite, ce sont les enfants qui en bénéficient, c'est la société. Donc je ne vois pas pourquoi concurrencer la femme et vouloir toujours la mettre au second plan. Et justement, cette réflexion pourrait être appliquée aussi aux plus jeunes avec les enfants de sexe féminin. Comment inculquer le leadership à son enfant, bien que peut-être qu'elle soit en second rang, après un homme ou avant? Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est qu'à la maison, c'est ma fille qui fait le menu, qui prend les décisions, qui s'occupe de ses petits frères. Je la responsabilise très tôt. Je lui dis, tu dois t'occuper de tes petits frères. C'est toi la directrice générale. C'est toi qui gère la maison quand maman n'est pas là. Et elle prend vraiment son rôle au sérieux. Généralement, on dit ça aux petits garçons. Quand je ne suis pas là, c'est toi le chef. Il y a un qui me répète ça chaque jour. Ah non, moi c'est ma fille qui est la directrice générale. C'est mon assistante. Alors, comment on arrive, coach Kwaku, à faire le distinguo entre le fait que la femme doit s'assumer, la petite fille doit connaître certaines choses, et puis des femmes aussi, hélas, ça fait partie du jeu, qui, une fois arrivées à certaines positions, deviennent orgueilleuses, échappent vraiment à l'humilité. Comment on fait ça? Comment on fait dans la mesure? Comment pour rester, comme Alix le dit, comment on fait pour rester dans la mesure? Connaître sa place de femme. Connaître sa place et sa classe. Non, je pense que c'est une question, on va dire peut-être d'instruction aussi, hein. Parce que tomber dans l'orgueil, c'est pas être leader pour moi. C'est pas être leader. C'est pas être leader. Marcher sur les gens pour monter, c'est pas être leader. Justement, c'est quoi les valeurs d'un leader? Un leader, c'est celui qui partage. Féminin. Leader féminin, c'est elle qui partage, qui est l'incarnation de l'humilité, du partage, du don de soi, qui montre l'exemple. C'est ça le leader, c'est ça la femme, l'énergie féminine. Nous montrons l'exemple, nous partageons. Alors, dans des métiers, il y a des métiers de plus en plus qui ont tendance à se féminiser. Par exemple, dans l'info, les chaînes d'information, les présentatrices, il y a 70, 30, soit 80% de femmes. À la banque, au niveau de la caisse, pauvre de nous, c'est toujours des femmes. Quand c'est comme ça, là, les hommes ne crient pas à la discrimination. Il faut déposer votre argent en douceur. Non, mais je pense que la femme a été longtemps décalée dans ses ambitions. La femme inspire confiance. Tout à fait. Et les entreprises qui sont dirigées par les femmes ont souvent de meilleurs chiffres, hein, d'affaires et tout ça. Donc, dédicace à Mme Janine Kakou-Diagou, qu'on salue au passage. Oui, c'est à prendre. Grande leader dans son domaine précisément. Alors, on a parlé de la petite enfance. Vous avez parlé de l'exemple de votre fille qui est responsabilisée. Et pour tout le parcours, c'est vrai, à la maison, elle est chef, mais quand elle sort, comment elle doit se comporter aussi pour maintenir toujours son leadership? Parce que dehors, elle peut croiser du fer. Hein. Elle croise du fer. Dehors, c'est avoir confiance en soi. Je pense que la confiance en soi est essentielle quand on parle de leadership. Et ne pas laisser les autres lui marcher là-dessus.
il y a des paroles, hein, ne pas laisser les petits garçons, par exemple, la taper. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et j'ai dit à ma fille, si quelqu'un te tape, tu signales à la maîtresse. Tu ne te laisses pas faire. C'est ça, en fait. Donc, inspirer confiance à la petite fille et l'aider à avoir confiance dehors, à s'assumer dehors et à ne pas laisser n'importe qui lui faire n'importe quoi. Alors, quelles sont les femmes qui servent d'exemple dans la nouvelle génération? Notre génération, nous, génération intermédiaire, on a connu Jeanne Gervais, Mme Chikaya, Henriette Dagri-Diabaté. On a connu des femmes. Quand on parle femmes, on pense à elles. Mais aujourd'hui, là, c'est qui? Il y a une que vous venez de citer, non? Qui? Janine Kakou-Diagou. Oui. Quels sont et les autres? À côté d'elle. Bon, Alice Kokola est en catégorie. Oui. Dis donc. Par exemple, pour nous qui sommes très souvent sur Internet, on a Edith Brou. D'accord. Félicitations au passage. Qui s'est mariée récemment. C'est plus Edith Brou, hein. Edith Brou, c'est Bleu. fini, ça. Voilà, Edith Bleu. Voilà. Le B, de B en B. De B en B, mais les autres L'unicité lettres ont du changé. Voilà, tout à fait. Donc, je pense dans la musique, dans les arts, dans la culture, dans le cinéma, qui sont nos modèles? Oui, parce Moi, que j'ai c'est une vrai. fille de 13 ans. Ma fille est née à 13 ans. Quand elle est sur Instagram, où elle s'en va, là, les influenceurs qu'elle regarde, ça me fait un peu peur aussi. Franchement, c'est vrai, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on pense que c'est ça, être leader, parce qu'on est placardé partout, on se fait voir partout. Mais et mal vu, la nudité de la femme aussi est exposée n'importe comment. La nudité de la femme est vulgarisée. Voilà. En tout cas, pour l'art et la musique, je ne saurais. Là, même en politique aussi. Et on a Dobé Niaoré dans la musique qui est vraiment très bien installé dans son domaine et qui fait briller bien sûr nos couleurs au niveau international. Grammy, tout ça. Et puis aussi en politique, Mme Yasmina, Ounia, tout à fait. Mais vous voyez que c'est difficile de trouver des exemples. C'est ça qui fait mal au fait. Mais qu'est-ce qui fait? C'est la transmission qui n'est pas passée ou... Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on ne les met pas suffisamment en avant, de telle sorte qu'elles marquent les esprits aussi. Hein. Il y a cela. Peut-être qu'elles n'ont pas tous les moyens de se mettre en avant et qu'il faudrait peut-être encourager cela. La question qui fâche, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on fait confiance aux femmes pour diriger? Oui, et tout à fait. C'est vrai? Vous pensez? Oui. Il y a combien de femmes ministres, combien de femmes députées, combien de femmes maires? Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à ce que le président de la République soit de sexe féminin? Ça, peut-être il faut leur demander. Non, vous pensez, moi, en tout cas, ça passe. On devrait susciter aussi des candidatures féminines et puis pourquoi pas se lancer et puis on verra. Quoique, l'élection dernière, on avait des femmes aussi. Hein. Tout à fait. On a vu. Et je me dis, le nombre, ce n'est pas forcément combien. Le fait qu'elles soient déjà là, c'est déjà le plus important, je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce rôle. Il ne faut pas faire de la représentation. La femme doit être là pour faire genre, pour faire... Non. Et on compte les chiffres. La femme peut être là aussi pour gagner. Pourquoi pas? Voilà. Parce que Mais il faut qu'elle se donne les moyens de gagner. Justement, le fait qu'elle soit là, déjà, c'est déjà important. C'est un grand Il ne faut pas commencer puis après aussi s'associer à la vague des hommes qui avancent. Bon, là, après, il faut être là. Sûr sur ses convictions. Le temps d'être là est passé. La reine Poukou a sauvé les Baoulés. Marie Corée est venue. On a trop de femmes dans notre histoire passé qui montre que les femmes ont toujours eu ce rôle-là. C'est peut-être on s'endort un peu, on est passé sur certaines choses, non? Certainement. Oui, on est passé à autre chose. Hein. Vous, votre rêve, c'est quoi concrètement pour le leadership féminin, pour que ce soit une réalité en Côte d'Ivoire? Vous rêvez quoi? Une femme présidente de la République. Voilà. Mais ça passe par quoi? Ça passe par quoi? Parce que c'est un cheminement, hein. On a des grandes figures emblématiques masculines, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est tout un processus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme femme charismatique pour espérer, c'est dans quelques mois, avoir un chef d'État féminin? Je pense qu'il y a des vocations déjà qui sont là. Hein. Peut-être qu'elles n'osent pas, je ne sais pas, le dire, mais je pense qu'il y en a qui sont déjà sur ce chemin-là et qui sont déjà très bien positionnés. Je ne veux pas donner de nom, mais je pense qu'il y en a. Alors, quand vous les coachez, les femmes au quotidien, est-ce que vous ne leur dites pas, c'est vrai, les femmes, on parle des hommes, mais entre nous-mêmes, on ne s'entend jamais? Ou derrière un homme, il y a toujours une femme. Oui, on ne s'entend jamais. On fait toujours palabres qui finissent jamais. On ne peut pas nous calmer. Parfois, il y a des choses comme ça. Non, pour être plus concret, quand vous causez, vous échangez avec quel que soit l'âge, quelles sont les préoccupations qui reviennent? La coachée, par exemple, de 25 ans, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est seulement avoir un travail ou impacter sa génération? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Généralement, c'est déjà avoir un travail. Au moins, c'est la base. Au moins, de quoi suivre à ses besoins avant de vouloir sauver le monde, n'est-ce pas? Donc déjà, travailler, et puis on essaie d'aller un peu plus loin pour voir, mais au-delà... Et pourquoi pas susciter même le travail? Vous nous avez donné votre exemple. Vous avez démissionné d'un travail qui était structuré et vous êtes lancé. Voilà. Donc susciter également des vocations et aussi ne pas se dire que
voilà, je vais dire, travailler en entreprise, c'est la seule opportunité ou la seule voie qui s'ouvre pour une femme. On peut vendre à loco, Voilà, on peut tout faire. tranquille, Et de plus en plus, dans les coachings, elles veulent entreprendre. De plus en plus. Elles voient l'opportunité d'Internet, de Facebook, des réseaux sociaux, et elles sont très intéressées pour se lancer, franchement. De plus en plus. Même celles qui ont un boulot aujourd'hui veulent se lancer. Les réseaux sociaux sont beaucoup féminisés. On a vu tout à l'heure un reportage dans le journal. C'est beaucoup féminisé. C'est une chance pour la femme? Tout à fait. Tout à fait. Comment? Une chance pour déployer son potentiel et pour commencer à bâtir des empires en partant de rien. Partant de rien. Justement, C'est une partir de opportunité. rien pour bâtir un empire, vous qui êtes dans le coaching, comment ça s'organise? Partir de rien. Ben oui. Parce que des fois, ça devient générique comme ça, mais on ne se dit pas que c'est possible, on n'y C'est croit possible, pas. parce que souvent, quand on veut se lancer, pour l'exemple de l'entrepreneuriat, on se dit qu'on a besoin d'un gros compte en banque, il faut aller voir les banques et tout ça, prendre des crédits et tout ça. Alors que moi, pour ma part, j'ai juste commencé en partageant mes expériences. En partageant mes expériences, on donnait des conseils tout simplement. Et c'est au fur et à mesure que voilà, des femmes se sont approchées de moi et ont dit « Ah, mais tu as donné ce conseil-là, je me sens concernée, tu as pu t'en sortir, comment tu as fait, aide-moi ». Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis devenue coach et que j'ai fait ma certification et tout. Donc, c'est commencer à partager ce que tu sais faire. Parler de ce que tu sais faire, parler de tes compétences, de ce que tu aimes faire. C'est parler de ça déjà. Et ça, on ne paye pas. Et juste à partir de ton profil Facebook, tu peux commencer à mettre tes petites photos de tes bijoux, des petites photos de tes tricotages. Et c'est comme ça que ça commence. Petites photos de tes plats. De tes plats. Et voilà, la restauration a vraiment du succès. Un véritable boom, hein, la Un restauration. boom, voilà, justement. Donc, juste ne serait-ce que proposer régulièrement des petits menus de comment faire le piment la loco, le piment du braisé, ça intéresse les gens forcément qui ne savent pas faire et qui peuvent devenir des clients. Donc, franchement, ça commence tout juste en partageant. Tout juste en partageant. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de leadership féminin dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Comment faire en sorte que ce soit une réalité réaliste, réalisable pour toujours? Parce que franchement, il faut que les femmes viennent nous sauver dans ce magma de testostérone, permettez l'expression, où franchement, il y en a tendance à la violence. Il faut que les femmes viennent franchement équilibrer tout ça, non? Suis-je un rêveur? Suis-je un doux rêveur? Pas du tout. Je pense que ça commence à la maison. Ça commence avec les mamans elles-mêmes, comment elles traitent leurs filles. C'est vrai. C'est là que ça commence, le leadership de la femme. Respecter sa fille, aider sa fille à avoir confiance en elle-même, c'est un grand pas vers le leadership en Côte d'Ivoire. Marcella parlait d'équilibre et vous nous ramenez à la maison, c'est très important parce que généralement, quand on a des enfants filles et des enfants garçons, on dit aux petits garçons, ben, assieds-toi, regarde la télé ou va jouer à tes voitures. Et puis c'est la petite fille qui est chargée de faire tout ce qui est tâches ménagères. Moi, chez moi, c'est équilibré. Ah non, c'est équilibré. Le petit garçon, il fait. J'ai 3 garçons, une fille. Donc, le plus Besoin grand... de main-d'œuvre. le garçon, il est à la tâche, tout comme la fille. Voilà. Merci beaucoup, Coach Kwaku. C'est un bonheur de vous avoir. Et à travers vous, nous aimerions saluer toutes ces femmes qui n'ont pas accès à la télé, toutes ces femmes du milieu rural surtout, nos mamans du village, nos mamans des marchés. C'est pour vous aussi que nous nous revenons très tôt le matin. Et puis à toutes ces braves femmes qui sont sur ce plateau également. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant le dernier flash. Et Régis est là, on y va. Vous l'avez dit, Marco, merci de nous rejoindre dans ce dernier point de l'actualité qui est consacré à l'international. Bienvenue. La barre du millier de morts a été franchie en Chine hier, 1 mois après le premier décès imputé au coronavirus apparu à Wuhan. Les cas de contamination s'établissent à plus de 42 000 personnes. 2 hauts responsables chargés des questions de santé dans la province de Hubei ont été limogés sous la pression de l'opinion. Sur le sujet, l'OMS estime qu'il y avait une chance de stopper la propagation dans le monde du nouveau coronavirus, désormais officiellement appelé Covid-19. Si nous investissons maintenant, nous avons une chance réaliste de stopper cette épidémie, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, au cours d'une conférence de presse à Genève en Suisse, où siège l'OMS. En Afghanistan, au moins 5 personnes ont été tuées lors d'un attentat suicide dans l'ouest de Kaboul hier. La première explosion du genre après 2 mois de calme relatif dans la capitale. L'attentat a également fait 12 blessés, dont 5 civils. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'incident qui a eu lieu au premier checkpoint
à l'entrée d'une académie militaire. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a défendu hier son rejet du plan de paix américain pour le Proche-Orient à l'ONU. Il a qualifié le projet de Donald Trump de fromage suisse et a évoqué une situation d'apartheid. Le chef de l'autorité palestinienne avait tenu à maintenir son allocution à New York, et ce, en dépit du renoncement quelques heures auparavant d'un vote de rejet du plan de Donald Trump devant le Conseil de sécurité. En Corse, les vents de la tempête Hervé qui attise l'incendie ayant ravagé plusieurs centaines d'hectares de forêt compliquent la tâche des sapeurs-pompiers. Arrivé sur place, le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a estimé que ce qui se passe est révélateur du réchauffement climatique. Le feu a déjà ravagé 900 hectares de forêt et de maquis. Aux États-Unis, le président Donald Trump propose une réduction de 21% de l'aide étrangère. Le département d'État soutient le projet de budget pour 2021. Certains législateurs américains affirment que les réductions proposées vont affaiblir la sécurité nationale et le leadership des États-Unis dans le monde. Des associations pour la protection de l'enfance ont demandé à Facebook de renoncer à crypter l'ensemble de ses plateformes, craignant que la protection renforcée des échanges en ligne ne facilite le partage de contenus pédopornographiques. Ils l'ont signifié dans une lettre ouverte. La décision du réseau social planétaire de crypter toutes ces plateformes, dont Messenger, comme l'est déjà sa messagerie WhatsApp, sans garantir l'accès aux autorités afin de mieux assurer la confidentialité des utilisateurs, est un danger selon les ONG. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alicia et Marco ne sont pas loin. Ils sont tout juste à côté de moi pour la suite et fin de Matin Bonheur. Merci Régis, oui, nous sommes là encore avec vous et vous, on vous retrouvera demain avec le grand bonheur qui nous est dû. Alors, on poursuit cette émission en dernier couloir avec notre thématique famille. Il est avec nous, il a toujours des interventions sensationnelles. Aujourd'hui encore, il ne va pas déroger à la règle. On entend souvent parler d'incompatibilité d'humeur. Comment baliser cela au sein du couple? Comment se comporter en fonction du comportement de son conjoint? Ben, il a les secrets. Il a des recettes avec des cas pratiques que vous nous avez soumis. On va lui poser la question juste après le jingle. Joe Frédéric Zabi est un coach parmi les plus prisés de la sphère digitale et aussi avec nous depuis plusieurs mois maintenant. On profite à foison de toute sa science et son vivier inépuisable. Aujourd'hui, Alex l'a dit tout à l'heure, nous allons parler du comportement en fonction du tempérament du conjoint ou de la conjointe à travers des cas concrets. Le premier cas que nous vous proposons, mesdames et messieurs, est ainsi libellé. Je suis Jocelyne Niagne de Dabou. J'ai épousé un homme fantastique. Partout où on va, c'est lui qui se met en vue. Moi, je n'aime pas ça et je suis plutôt timide, réservée, discrète. Souvent, je lui dis qu'il est ridicule. Et il promet toujours de changer, mais jamais il ne change. Ça me fatigue. Il se sape maintenant, mais il se lave une seule fois par jour. Et ma bouche veut se tordre à force de parler. Aidez-moi à comprendre mon mari et surtout, aidez-moi à le changer. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Bonjour, Alex. Bonjour, Marco. Il sera difficile qu'elle puisse le changer. Oui, parce que les autres humains ne changent pas comme ça. On ne change pas facilement. Il y a des choses qu'on peut changer, les choses qui sont acquises. Mais les choses avec lesquelles on vient, par exemple le tempérament, c'est difficile qu'on puisse le changer. Ce qu'elle gagnera à faire, c'est plutôt de s'adapter au tempérament de son homme. Et ici, visiblement, on a affaire à quelqu'un qui est sanguin. Les sanguins, ce sont des gens qui aiment se mettre en vue. Ils sont identifiables de très loin par les couleurs qu'ils portent, par le style vestimentaire, par exemple, par leur façon de se tenir en société, par leur façon de parler. C'est toujours eux qui attirent le regard. Ils ne le font pas pour forcément être des leaders. Non, ils le font juste pour les yeux. C'est tout. Et ça, c'est comme ça que sont les sanguins. Ils cherchent non. Ils cherchent image. Et là, donc, elle est obligée de s'adapter à sa façon d'être. C'est son côté naturel qui est là. Elle ne pourra pas changer ça. Maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est de lui donner des conseils
Et les conseils ici ne vont pas aller très loin parce qu'en général, le naturel, il reprend très vite son galop. Hein. Et donc, ce qu'elle gagnera à faire, c'est de s'adapter. Comment elle peut s'adapter? Par exemple, le sanguin, c'est quelqu'un qui prend très très vite des engagements parce qu'il agit dans l'instinct, dans les émotions. Et comme il s'engage très vite, par exemple, on peut aller dans une église, c'est un exemple que je prends, le pasteur dit on va construire une église qui s'engage pour 1 million, le sanguin, il a toujours le doigt en l'air. Mais quand il va s'agir d'honorer son engagement, il sera absent. Donc, si on a un tel époux, en ce moment-là, on doit être son aide-mémoire. Il faut que madame apprenne à être l'aide-mémoire de son mari, qu'elle apprenne à noter tous ses engagements, qu'elle apprenne par exemple à le valoriser, à lui donner de l'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Imaginez Marco, un jour ma femme m'a dit, mais mon ami Zabi, tu parles trop. Tu parles trop. Je lui ai dit, mais est-ce que tu me dirais la même chose si j'étais un peu plus grand? Si j'avais 1m98, est-ce que tu me dirais, tu es trop grand? Non, c'est comme ça que je suis. Donc, il faut faire avec. Valorise-moi et mon trop parler là, ça va te rapporter de l'argent un jour. Je lui ai dit, Marco, est-ce que c'est pas possible que ça rapporte de l'argent? Si. Mais non, il faut valoriser ce qui est là. Donc, madame doit apprendre à valoriser son mari. S'il aime se mettre en vue, il peut devenir un animateur, pourquoi pas? S'il aime se mettre en vue, il peut faire des activités, par exemple, de communication. C'est des choses qui peuvent lui permettre d'avoir une plus-value dans sa vie, au lieu que ce soit à des buts inutiles, en fait. Justement, donc, voilà, vous avez dit le bon mot pour que ce soit utile. Parce que se mettre aussi en scène au quartier, toujours, c'est le mari de la dame là, bon, qui se fait voir quand il y a une petite fête. Bon, c'est lui qui est l'amuseur public, finalement. Se mettre en scène pour rien, il faut que ce soit utile, comme on dit. Il faut que ce soit utile, voilà. Mais là, c'est son conjoint qui peut l'emmener. Le tonton qui habite de l'autre côté, là. Bon, c'est comme ça qu'on va l'indexer. Le tonton, il arrive encore. C'est le conjoint qui peut l'emmener qui peut l'aider à le canaliser. Parce qu'il faut comprendre une chose. Chacun de nous ne fait que ce qu'il pense être bon. Donc, quand nous agissons, nous pensons que ce que nous faisons est bon, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous montrer qu'on a tort, en fait. Donc, il faut que la conjointe soit une sorte de miroir pour nous. Dans son cas précis, c'est la conjointe. Donc, il faut qu'elle soit une sorte de miroir dans lequel il va se regarder et s'ajuster, se recadrer. Donc, s'il est l'amuseur public du quartier, elle peut lui montrer que non, on peut être amuseur du quartier et devenir amuseur de la nation, amuseur du monde et gagner de l'argent. Tous les humoristes qui sont là, qui nous amusent, ils gagnent de l'argent à partir de là. Oui. Donc, on peut amuser utile. C'est cela surtout. Donc, il ne faut pas chercher à le dénaturer. Il faut chercher plutôt à valoriser ses acquis. Allez, autre cas à vous soumettre ce matin. Mon nom, c'est Hugues Kobenan. Je suis un fidèle de la matinale de RTI 1. Je vous suis depuis Taféré. Coucou à vous, monsieur Kobenan. Ma femme, elle veut me commander. Ce qu'elle veut là, c'est ce qu'on a le droit de faire. Moi, je ne supporte pas ça. C'est quand même moi l'homme et elle a tendance à l'oublier. J'ai l'impression qu'elle est trop présente et envahissante. Sa bouche est dans tout, en train de donner des ordres. J'ai décidé de la soumettre par la force. Quand je vais la frapper là, elle va se calmer. Est-ce la bonne solution? Moi, je dis non d'abord. Ça, c'est la pire des solutions. L'onomatopée qui me plaît. C'est la pire des solutions. Pourquoi? Un accident est très vite arrivé. En voulant lui donner juste une baffe, un accident peut arriver. Et c'est lui qui sera en train de se donner de la peine pour recadrer, pour rattraper les choses. Donc, la violence physique, la violence verbale, c'est toujours un aveu d'incompétence. Il faut écarter ça d'office. Ce n'est pas du tout la solution. Il faut qu'il sache que, et là, Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, il a dit que l'homme vient avec un bagage naturel. Et ce bagage-là, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Et le tempérament, en fait, ça tient un peu des gènes aussi, des parents, des grands-parents, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Si sa femme, elle a un tel comportement, c'est qu'elle a le tempérament colérique. Ce n'est pas forcément une question d'éducation, hein, c'est une question de tempérament. Elle est colérique, ils sont typiques de la description qui est faite ici. C'est que ce sont des gens, par exemple, qui ont un leadership naturel. Ils aiment se mettre en vue comme les sanguins, mais à la différence des sanguins qui se mettent en vue juste pour les yeux des gens, eux, ils se mettent en vue pour être les leaders. Il faut que ce soit eux qui commandent. Il faut que ce soit eux qui suivent, qu'on doit suivre, pardon. Donc, il faut qu'ils comprennent, et c'est difficile pour les Africains. Pourquoi? Parce qu'ici, naturellement, on s'est dit dans un cadre de couple, celui qui doit être le leader naturel, c'est l'homme. Ça, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, du coup, quand on voit, par exemple, une femme qui a tendance à prendre le leadership dans le foyer, ça pose un problème souvent d'ego, de gestion de l'ego dans le couple, mais il ne faut pas.
il faut qu'il comprenne que sa femme est une leader naturelle. Et quand vous avez affaire à une femme qui est une leader naturelle, je pense qu'il faut aussi la valoriser. Il faut lui montrer que c'est quelque chose dont elle peut se servir positivement. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas exalter les défauts en les mettant toujours en évidence. Il faut plutôt exalter les qualités des gens. Et celle qui est par exemple colérique, en général, elle a tendance à vouloir que les gens lui soient soumis. Bon, comme c'est lui l'homme, forcément, ça va heurter son ego, qu'il se soumette à sa femme. Mais il faut qu'il comprenne que elle, c'est son naturel. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit mal polie aussi. Hein. Voilà, qu'elle soit mal polie, non. Il faut qu'elle apprenne. Et c'est à lui de lui montrer ça, dans l'amour, dans la tempérance, dans la non-violence. Il doit lui montrer que c'est vrai, elle a son côté naturel qui est qu'on doit faire les choses comme elle veut, mais il n'y a pas qu'elle à la maison. Il y a d'autres personnes aussi qui ont d'autres tempéraments. Donc il faut qu'elle s'adapte à ce tempérament-là et ne pas vouloir que les choses se fassent forcément comme elle veut. Les colériques, ils sont un peu comme ça. Et puis ce sont des gens qui sont un peu avares d'amour, de manifestations d'amour, de preuves d'amour. Ils ne donnent pas beaucoup. Donc il faut les comprendre. Et quand on les comprend, c'est vrai, on va les amener à changer, à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais comme on sait que ce n'est pas naturel, ça ne viendra pas instantanément, ça ne viendra pas spontanément. Quand on comprend, les choses vont bien. En tout cas, on espère que ça va bien pour vous. Au fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces cas répertoriés par notre spécialiste. C'est la raison pour laquelle, pour faire la part des choses, nous sommes allés vers vous et voici ce que ça donne. La Bible nous enseigne à nous les femmes d'être soumises. Donc s'il faut regarder le tempérament de l'autre pour pouvoir obéir à Dieu, là ça devient un problème. Donc je pense qu'on ne doit pas tenir compte du tempérament de celui qui est en face de nous. Il faut rendre tout simplement le bien, tout simplement. Si tu as un partenaire en face de toi qui est déjà chaud de caractère, toi tu dois faire un effort pour être doux de caractère parce que là il aura une attraction, sinon dans le cas concret, rien ne peut marcher. C'est la communication permanente dans un foyer qui permet de dissiper les malentendus. Et il y a aussi notre foi en Dieu qui nous permet de consolider notre relation. Moi, je suis de nature beaucoup plus fougueux et bon, on arrive à gérer nos tempéraments différents. Parfois, quand c'est un peu difficile, je sors pour me détendre et quand j'arrive, quand c'est elle qui a tort, elle me demande pardon. Quand j'ai tort, c'est moi qui lui demande pardon. Et les choses reprennent comme si de rien n'était. Lorsqu'on a choisi de vivre ensemble, il faut qu'il y ait un dépassement de l'un, surtout de la femme. Parce qu'on parle de l'homme qui est coléreux. Voilà, il faut que la femme se mette au-dessus. Il ne faut pas tenir compte des petits détails, sinon on ne pourrait pas rester ensemble. Ben voilà, on a commencé déjà à commenter ici toutes les réactions de nos chers participants, intervenants. Quel est votre commentaire? Mon commentaire, j'ai retenu une phrase du monsieur qui est passé là juste tout à l'heure. Il a dit que dans le couple, on doit faire preuve de dépassement. Ah, oui. Et c'est cela le mot-clé, faire preuve de dépassement. Parce qu'il faut que les gens comprennent clairement qu'il y a des choses qui ne sont ni liées à la Bible, ni à la parole de Dieu, ni à quoi que ce soit. C'est lié à nos gènes. Nos gènes. Et ça, c'est difficile souvent à faire comprendre aux gens que les choses qui sont naturelles, on peut les changer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et beaucoup d'exercices. Il faut s'adapter et faire les choses en fonction d'eux. Progressivement. Les gens qui sont colériques, par exemple, c'est des gens qui, naturellement, ne demandent pas pardon facilement. Parce qu'ils croient avoir toujours raison. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, que vous attendez son pardon, mais vous allez mourir. Vous allez mourir parce que ça ne va pas venir facilement. Il peut le faire d'une manière indirecte. Indirecte. Et penser qu'il a fait. Et il se dira toujours, mais j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Est-ce que j'avais l'habitude de faire ça? Si j'ai fait ça, là, ça veut dire Pour lui, c'est la posture, le fait de demander le mot pardon. Voilà. Excuse-moi, désolé. Là, c'est détourné, c'est toujours détourné. Il faut lui tirer ça, quoi. Il faut faire son exégèse. C'est pour ça que j'ai dit, je retiens son mot, dépassement. Et puis, il faut faire preuve de connaissance de celui qui est en face de nous. C'est-à-dire, quelles sont ses manières à lui? Mon mari, ma femme, elle ne demande pas pardon facilement. J'ai affaire à quelqu'un comme ça. Donc, je n'attends pas son pardon. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, gloire à Dieu. J'attends plutôt ses actes de pardon.
Même les actes de pardon. Coach, elle peut me demander pardon sans le dire. Elle peut venir me proposer des choses, bien parler avec moi naturellement comme si rien ne s'était passé. Exactement. C'est son pardon là qui est là comme ça. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on montre naturellement. Quand on rentre en relation avec quelqu'un, on constate que celui avec qui je suis, c'est comme ça que la personne se comporte. Donc, quand je sais que la personne est comme ça, on va parler. C'est pour ça que je retiens aussi le mot communication. C'est très important. Il faut qu'on se parle, qu'on se donne des codes. Parce que quand on doit... Il faut qu'au départ, on dise par exemple à son époux, tu sais, moi, naturellement, j'ai des difficultés pour demander pardon. Donc, quand il y a une histoire entre toi et moi, n'attends pas forcément que je te demande pardon. Si, par exemple, je t'ai boudé quelques minutes et tout, si je reviens vers toi, ça veut dire que moi, j'ai oublié. Ça veut dire que... Donc, il faut expliquer le code à l'autre. Parce que si on ne lui explique pas, qu'on suppose que les choses sont naturelles, l'autre peut ne pas percevoir le code. En ce moment, on n'est plus dans la communication. Parce que la communication, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis il y a un message qui est au milieu. Et le message, il a besoin d'être décodé. Souvent, on se contente juste de donner un message, on s'en fout s'il est décodé ou pas. Il faut qu'on définisse clairement nos codes avec nos conjoints dans le dialogue, dans la communication. C'est très important. Et vous avez dit quelque chose d'important, il faut apprendre à se connaître pour savoir ce que l'autre n'aime pas, aime, ou décoder tout simplement sa matrice. Autre cas, je suis Marie-Odile Ekichi de Grand Maurier. Mon mari est trop bizarre. Il fait les choses, on dirait femme. Garçon qui aime propreté comme lui, mais trop sexuel. Il n'y en a pas beaucoup. À cause de lui, j'étouffe et j'ai l'impression d'être à l'étranger dans ma propre maison. Vous parlez trop, vous criez trop, silence. Voici ce que j'attends tous les jours. Et quand il gagne une affaire, il n'oublie pas. Il rappelle constamment le passé. Moi, je n'aime pas ça. Comment faire avec un tel homme? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème avec la nature humaine, c'est que chacun de nous attend que les autres agissent exactement comme nous on aurait agi. Pense comme on aurait pensé et fasse les choses comme on aurait fait. Mais on n'est pas pareil. Il faut qu'on le comprenne clairement. Madame ici, c'est vrai, elle a en face d'elle un mari qui a le profil parfait du mélancolique. Il faut qu'elle sache que le mélancolique, c'est les gens qui sont en permanence dans la réflexion. Ils sont en permanence dans la réflexion. Et comme ils sont en permanence dans la réflexion, ils ont besoin de calme autour d'eux. Ils ont besoin de calme dans leur vie. Et ce sont des gens qui sont très portés sur la propreté. Ce sont des gens qui sont très... Ils peuvent se laver 20 fois dans la journée. Souvent, ça frise le côté maniaque et tout. Les métros. Donc, il faut absolument qu'elle sache que c'est son côté naturel qui est là et qu'elle doit faire avec. C'est son comme ça qui est là comme ça. Vous parlez comme les Ivoiriens. C'est son comme ça. C'est son comme ça là qui est là comme ça. Il faut lui donner donc de l'espace. Il faut lui donner de la tranquillité. Il faut lui donner de la paix. Les mélancoliques, ils ont besoin de ça. Ce sont des grands artistes dans l'âme en général. Et il faut savoir aussi qu'ils ont quelque chose de particulier, les mélancoliques. Ce sont des gens qui reviennent sur le passé, ils ressassent le passé. Tu m'as fait telle chose en 1942, on était un jeudi, il pleuvait exactement. Ils n'oublient pas, ils gardent ça, ils ressassent ça à longueur de temps. Ils reviennent sur ça. Donc, si vous par exemple, vous êtes sanguin, c'est un exemple. Le sanguin, lui, quand quelque chose est fait, il oublie, on ne revient plus là-dessus. Bon, si vous êtes sanguin, que vous avez affaire à une partenaire, par exemple, qui est mélancolique, ça, vous allez avoir des petits soucis de ce genre. Parce que vous, là où vous oubliez, elle vous rappelle ce que vous avez oublié. Et ça a tendance à créer des heurts dans le couple. Donc, il faut c'est pas lui dire de ne pas revenir sur le passé, parce qu'elle ne pourra pas s'empêcher de faire ça. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de dépasser ça. C'est-à-dire, même si mon épouse me rappelle que je lui ai fait telle chose en 1942, je lui dis également, 42 c'est passé, on est en 2020 ma chérie, passons à autre chose. C'est très important. Donc il faut dépasser ces choses-là et ne pas en faire un drame. Passons à autre chose, ça c'est bien dit, ça tombe bien. Ça corrobore un peu la posture maintenant que nous prenons pour vous lancer ce témoignage-là, mesdames et messieurs. Sur le même thème, on a recueilli le témoignage d'un homme qui a eu une relation difficile à cause de la forte personnalité de sa conjointe. Et là, il nous en parle à cœur ouvert. Il y a, je crois, un an passé, je sortais avec une fille très autoritaire. Et cette dernière, vraiment très colérique, veut toujours porter la culotte quand on est là. En tout cas, franchement, moi, je n'étais pas d'avis avec cela. Parce qu'en tant qu'homme, moi, je ne peux pas permettre qu'une femme me domine. Voilà. Donc, quand il y a cette tension, moi, je sors, je vais me balader. Et quand je rentre, c'est toujours pareil. Elle n'arrête pas de me harceler avec les mêmes histoires, donc moi j'ai rompu. Moi je suis très calme
comme on le dit, entre guillemets, je suis genre doux, voilà. Je suis bien, j'aime pas la violence, ça, j'aime pas ça. Une femme qui a ce tempérament, entre nous deux, on est deux, tu fais ce genre de choses. Imaginons que j'ai par exemple des étrangers ou des personnes qui viennent me rendre visite. Tu vas forcément le faire parce que c'est ton habitude. Donc pour éviter ce genre de choses, moi je ne cautionne pas ça. Voilà, je ne cautionne pas ça. Voilà. Moi je veux la paix dans mon couple. Voilà. Mais elle ne comprend pas, elle dit c'est comme ça, elle ne va pas changer son habitude pour moi. Donc moi j'ai compris qu'il n'y avait pas un amour là, il n'y avait pas parce que tu ne me comprends pas en fait. Tu ne m'écoutes pas. Donc moi, je ne peux pas progresser avec ce genre de choses. Dans le couple, il faut avoir une bonne communication. C'est grâce à la communication qu'on peut parler de couple. Mais s'il n'y a pas une bonne communication, je pense que c'est vain en fait. Le conseil que moi je peux donner en tant que quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, moi je ne veux même pas que ces derniers continuent dans ce genre de choses. Parce que ce n'est pas un couple en fait. Il y a toujours le bruit. Quand tu dois rentrer à la maison, tu as peur. Parce qu'il y a ce genre de choses, il y a ça. Donc moi je ne veux même pas que s'il y a une femme qui a ce tempérament, qui a ce genre de comportement, on continue avec elle. Ben oui, est-ce que c'est la bonne attitude à avoir, docteur? Parce que là, il nous explique son problème, mais en même temps, il donne des solutions, il incite les autres aussi à abandonner leur femme. Il a mal, hein? Ça se voit qu'il a vraiment mal. On compatit, mais en même temps, Je bon. comprends que c'est la douleur, ça fait beaucoup mal. Et la... C'est humain. Yako, mon frère, Yako. C'est la douleur et la méconnaissance de la nature humaine qui l'amène à exprimer de telles amertumes. Et de remettre également en doute l'amour de sa femme. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que l'amour n'a rien à voir avec les tempéraments. Ce n'est pas parce que quelqu'un est autoritaire dans son foyer que la personne n'aime pas. Ce n'est pas parce que la personne est retirée, réservée dans son foyer que la personne n'aime pas. Si vous avez affaire, par exemple, à quelqu'un qui est de tempérament... Est-ce que quand on aime, on ne peut pas faire des efforts? On fait les efforts, mais le naturel. Marco... Il faut faire preuve de patience. Regardez, Dieu m'a donné, je fais 1m65. Est-ce que je peux changer quelque chose à ça? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose à ça, même si vous le voulez? Vous ne pouvez pas me tirer. Donc, la façon dont je suis, c'est comme ça que je suis. Vous acceptez ça, vous vous adaptez à ça. Et la meilleure façon de s'adapter, comme Zabi, il est petit, si je dois l'amener à faire des choses, des grandes personnes, ben, il faut que je lui donne des escabeaux, par exemple. Ou bien alors, il faut que je l'apprécie dans sa grandeur ailleurs. Il peut être grand ailleurs. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ce sont des choses-là qu'on doit valoriser. C'est pas faux. Il peut être grand. Il peut être grand. Sa poche peut être grande, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut être très intelligent dans les affaires, il peut avoir une ingéniosité. Et puis Zabi, c'est Zabi, quoi. Il a beaucoup de qualités. Donc il faut plutôt encourager le côté positif de la personne et non pas mettre en exergue ses défauts ou alors ce qu'on nous on estime être ses défauts. C'est le secret dans les couples pour réussir à s'adapter à l'autre. Ça, c'est vrai. Il faut le connaître. Le connaître, ne pas vouloir le changer forcément pour qu'il devienne comme nous, mais s'adapter à lui. Le mot « adapter », là, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est très important. Il le faut. Exactement. Merci en tout cas. Il faut se connaître, prendre le temps de s'étudier sans toutefois attendre jusqu'au doctorat, voire au PhD. Voilà, il faut s'aimer en chemin en même temps. Et puis, ça s'y prête pour cette semaine. On célèbre la fête de l'amour dans quelques jours. On vous propose un programme très alléchant. Donc, restez en notre compagnie. Demain, on parlera de santé pour faire le pont. Merci à Kaka Noël dans cette belle tenue que j'ai portée aujourd'hui. Et on se voit demain. Bye bye.